Au fil de l'histoire, de nombreux châtiments ont été conçus pour briser l'esprit d'une personne, mais rares sont ceux qui l'ont fait de manière aussi lente et calculée. Numéro 16, Nan espagnol. À première vue, cela semblait simple, une longue poutre en bois en forme de croix triangulaire acérée, soutenue par des pieds robustes. Mais il ne s'agissait pas d'un simple banc. C'était un dispositif conçu pour que chaque seconde qui passait soit pire que la précédente. La personne placée sur l'âne espagnol était forcée de s'asseoir à califourchon sur le bord tranchant, comme sur une selle. Au début, cela ne semblait peut-être pas insupportable, mais ensuite venait l'attente. La poutre tranchante pressait de plus en plus fort le corps de la victime sous son propre poids. Plus la personne restait assise longtemps, plus la douleur augmentait. Dans certains cas, on attachait des poids supplémentaires aux chevilles de la victime, les tirant vers le bas et rendant l'expérience encore plus pénible. Ce qui rendait ce châtiment particulièrement cruel, c'était la façon dont il transformait le temps en ennui. Il n'y avait ni choc soudain ni souffrance rapide. À la place, le corps cédait lentement sous la pression implacable. Les muscles se contractaient, les jambes tremblaient et le bord tranchant appuyait de plus en plus fort. Plus la personne endurait la douleur, plus il devenait difficile de rester immobile. Toute tentative de changer de position pour trouver un soulagement ne faisait qu'aggraver la situation. Cette punition était utilisée à différentes époques et en divers endroits, souvent dans des contextes militaires, comme forme de discipline. Elle n'était pas censée être rapide. Son but était de mettre à l'épreuve la patience, l'endurance et le point de rupture, aussi bien du corps que de l'esprit. Certains étaient laissés assis pendant des heures, d'autres beaucoup plus longtemps, selon la sévérité de la punition. Tous les châtiments n'étaient pas fondés sur la douleur. Certains agissaient différemment, transformant chaque instant en un combat, rendant les tâches les plus simples impossibles. Numéro 15, le kang chinois. C'était l'un de ces châtiments. Il ne déchirait pas la chair, ne brisait pas les os, il ne laissait pas de cicatrices permanentes, mais il piégeait les gens dans leur propre corps, les faisant souffrir d'épuisement, de honte et d'une impuissance totale. Un kang était une grande planche de bois avec un trou au centre qui entourait le cou de la personne. Elle était si large qu'il était impossible d'atteindre son propre visage. Cela signifiait ne pas manger, ne pas boire, ni s'essuyer la sueur ou les insectes. Tout nécessitait l'aide d'autrui. La planche elle-même était lourde, parfois elle pesait plus de 13 kilos, transformant chaque pas en un combat contre la gravité. Il ne s'agissait pas de douleur physique, mais du lent écoulement du temps. Dormir était presque impossible. Il n'y avait aucun moyen de se reposer confortablement avec une planche de bois qui limitait les mouvements. La véritable cruauté résidait dans le temps pendant lequel quelqu'un était forcé de la porter. Certains la supportaient quelques heures, d'autres plusieurs jours. Plus on la portait, plus elle devenait insupportable. Le corps s'affaiblissait à cause de la faim, de la déshydratation et du manque de sommeil. Le cou et les épaules pulsaient sous le poids. Mais le pire de tout, c'était l'humiliation. Ceux qui portaient un kang étaient souvent laissés en public, complètement exposés aux regards et aux moqueries d'inconnus. Certains avaient des messages gravés ou peints sur le bois qui annonçaient leur crime, un voleur, un menteur, un traître. Mais si le kang immobilisait les gens à un endroit, le dispositif suivant faisait l'inverse. Il ne restreignait pas le mouvement. Il obligeait le corps à bouger d'une manière qu'il ne devait pas, jusqu'à ce que quelque chose cède. Parmi tous les châtiments jamais inventés, peu inspirés autant la peur. Numéro 14, le chalet. Il était infâme, légendaire, et conçu pour une seule chose, démembrer le corps humain petit à petit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus endurer. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup fort. Il s'agissait de repousser les limites de ce qu'un corps pouvait endurer avant de se briser. Le dispositif était simple mais dévastateur, un encadre en bois avec des rouleaux à chaque extrémité. On allongeait une personne, les poignets et les chevilles attachés avec une corde. Ensuite, les rouleaux tournaient. Au début, ce n'était qu'une simple tension. Puis cela devenait une traction, ensuite un étirement, et enfin quelque chose de bien pire. Les épaules craquaient, les muscles se déchiraient et les articulations étaient tendues au-delà de leurs limites naturelles. Chaque petit tour de la roue empirait la situation. Et le pire, il n'y avait aucun moyen d'arrêter cela. Même avant qu'un dommage permanent ne survienne, la sensation en elle-même était terrifiante. La sensation d'être complètement étiré, incapable de se défendre, suffisait à briser même le plus fort. Le corps n'était pas fait pour une telle force. Certains n'ont jamais pu remarcher correctement. Certains ont perdu l'usage de leurs bras. D'autres sont restés dans des positions tordues et contre nature, avec des séquelles permanentes dues à la tension. Le chevalet était bien plus qu'une simple machine. C'était une épreuve lente et calculée des limites humaines,
une punition qui ne reposait pas sur des bords tranchants, du métal brûlant ou un poids écrasant, mais sur la pression insupportable d'un corps tiré centimètre par centimètre dans des directions opposées. Et tandis que le chevalet fonctionnait en étirant la personne jusqu'à la limite, un autre dispositif faisait exactement le contraire. Il ne tirait pas, il n'étirait pas, il écrasait, et il le faisait avec la même précision. Si le chevalet fonctionnait en étirant, cet appareil faisait le contraire. Il comprimait, forçait le corps vers l'intérieur, pliant la personne sur elle-même jusqu'à ce que la respiration devienne difficile, que les membres s'engourdissent et que la pression devienne insupportable. Numéro 13, la fille du charognard. Un dispositif qui montrait que la douleur n'avait pas forcément besoin de provenir d'objets tranchants ou de coups brutaux. Parfois, il suffisait d'écraser une personne sous son propre poids. Cela paraissait trompeusement simple, juste une série de barres de fer formant une boucle. Mais une fois que la personne était enfermée, le véritable cauchemar commençait. On l'obligeait à ramener les bras derrière le dos, on lui repliait les genoux contre la poitrine et on lui poussait la tête vers l'avant. Ensuite, on tendait l'armature métallique. Le corps se retrouvait piégé dans une position contre nature, les muscles tendus, les côtes pressées contre les poumons et la circulation sanguine coupée. Au début, ce n'était qu'inconfortable, mais plus la personne restait coincée, pire cela devenait. La respiration devenait superficielle. Les membres commençaient à s'engourdir. La pression à l'intérieur du corps augmentait tellement que, selon certains témoignages, certaines personnes saignaient du nez et des oreilles. Contrairement à l'étau, qui fonctionnait en démembrant les membres, cet appareil écrasait tout de l'intérieur, transformant le corps en sa propre source de souffrance. La fille du charognard n'était pas rapide. Elle opérait par une compression lente et constante jusqu'à ce que le corps ne puisse plus tenir. Une épreuve d'endurance aussi cruelle que d'être déchiqueté. Mais alors que cet appareil repliait les gens sur eux-mêmes, le suivant faisait bien pire, il les détruisait complètement. Il existait des châtiments conçus pour humilier, d'autres pour effrayer, et certains pour anéantir totalement la personne. Numéro 12, la roue destructrice. Non seulement elle blessait, non seulement elle punissait, mais elle pulvérisait le corps humain, ne laissant derrière elle qu'un reste à peine reconnaissable. Tout commençait par une simple roue en bois, grande, robuste, conçue pour durer. Une personne y était attachée, les membres étirés sur les rayons. Puis venait la véritable horreur. Chaque coup brisait une autre partie du corps, transformant les membres solides en simples fragments inutiles sous la peau. Ce n'était pas rapide. Les coups étaient mesurés et délibérés. Si on frappait trop vite, la personne pouvait perdre connaissance. Si on frappait trop doucement, les os ne se brisaient pas correctement. Les kirkas ne se terminaient pas seulement avec des os brisés. La roue de supplice était conçue pour que la personne ressente chaque seconde de sa punition. Il ne s'agissait pas d'une douleur rapide ni d'un choc soudain. Il s'agissait d'une destruction lente, d'être réduit à un état où plus rien ne fonctionnait, où rien ne bougeait, et pourtant la conscience demeurait. Mais envie que cet appareil transformait les gens en coquilles vides, d'autres fonctionnaient différemment. Certains châtiments ne reposaient pas du tout sur la douleur. À la place, ils s'appuyaient sur l'humiliation, transformant la personne en risée de tout le village. Certains châtiments n'avaient pas besoin de douleur pour être efficaces. Ils fonctionnaient en détruisant la réputation de la personne, la rendant objet de moquerie, s'assurant que son nom ne soit jamais oublié, mais pour de mauvaises raisons. Numéro 11, le pilori. C'était un simple cadre en bois avec des trous pour la tête et les mains. Une fois enfermée à l'intérieur, la personne se retrouvait piégée, incapable de bouger, incapable de se protéger de ce qui allait suivre, et ce qui suivait n'était jamais bon. La foule se rassemblait. Les gens criaient des insultes. Certains lançaient de la nourriture, des fruits pourris, des œufs, tout ce qu'ils trouvaient. D'autres n'étaient pas aussi gentils, lançant des pierres ou de la boue. Contrairement à d'autres châtiments, la potence ne se terminait pas par des blessures, du moins pas officiellement. L'appareil en lui-même ne brisait pas les os et ne causait pas de souffrance, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas brutal. La véritable douleur venait du temps, du fait de rester là debout pendant des heures, exposé à la chaleur, au froid, à la pluie, incapable de bouger ou même de se gratter une démangeaison. Et puis il y avait la honte, savoir que tout le monde te voyait comme un criminel, savoir que même après avoir été libéré, le souvenir ne s'effacerait jamais. Certains qui ont enduré la potence n'ont jamais été les mêmes. Certains sont devenus des parias, incapables de reprendre une vie normale. D'autres ont subi des blessures, non pas à cause de l'appareil, mais à cause de la foule. Dans certains cas, le public devenait violent, lançant bien plus que de simples insultes. Et quand cela arrivait, il n'y avait aucune échappatoire. La potence n'était pas faite pour détruire le corps.
il s'agissait de détruire la dignité d'une personne, et pour beaucoup, c'était une punition bien pire que la douleur. Certains châtiments utilisaient le feu, d'autres l'acier, mais celui-ci employait quelque chose d'encore plus imprévisible, l'eau. Il ne brisait pas les os et ne laissait pas de blessures permanentes, mais il pouvait terrifier, humilier et couper le souffle à la personne. Numéro 10, le tabouret d'immersion. C'était une punition conçue pour s'assurer que ses victimes souffrent à la fois du poids de leur crime et de l'eau qui se trouvait en dessous. Cela ressemblait presque à une chaise, mais pas une chaise conçue pour le confort. Un siège en bois monté sur une longue poutre, généralement placé près d'une rivière ou d'un étang. Une personne, souvent accusée de commérage, de réprimande ou d'être une nuisance publique, était attachée, complètement sans défense. Ensuite, d'un coup sec, elle était plongée dans l'eau. Les premières secondes n'étaient qu'un choc. L'eau glacée leur inondait le nez et la bouche avant qu'on ne les ramène à la surface. Mais le soulagement ne durait jamais longtemps. Quelques bouffées d'air désespérées, un instant pour comprendre ce qui venait de se passer, puis une autre immersion. Encore et encore, ils étaient immergés, chaque fois restant sous l'eau un peu plus longtemps, chaque fois plus épuisés, plus effrayés. Ce châtiment n'était pas de la douleur, c'était de la peur. La peur de ne pas savoir quand viendrait la prochaine immersion, la peur de ne pas respirer assez avant d'être à nouveau entraîné vers le fond, la peur de ne jamais remonter à la surface. Les spectateurs pouvaient avoir ri, hué, voire acclamé, mais pour la personne assise sur cette chaise, les minutes semblaient interminables. Encore et encore, ils étaient immergés, chaque fois plus longtemps sous l'eau, chaque fois plus épuisés, plus terrifiés. Ce châtiment ne portait pas sur la douleur, mais sur la peur. La peur de ne pas savoir quand viendrait la prochaine immersion. La peur de ne pas pouvoir respirer avant d'être replongé. La peur de ne jamais remonter à la surface. Ceux qui observaient pouvaient avoir ri, hué, voire acclamé, mais pour la personne assise sur cette chaise, les minutes lui semblaient interminables. Encore et encore, ils ont été immergés, chaque fois plus longtemps sous l'eau, chaque fois plus épuisés, plus terrifiés. Ce châtiment ne portait pas sur la douleur, mais sur la peur. La peur de ne pas savoir quand viendrait la prochaine immersion, la peur de ne pas pouvoir respirer avant d'être replongé, la peur de ne jamais remonter à la surface. Ceux qui observaient pouvaient avoir ri, hué, voire acclamé, mais pour la personne assise sur cette chaise, les minutes semblaient interminables. Certains dispositifs de torture reposaient autant sur la peur que sur la souffrance. Numéro 9, la Vierge de fer, une structure semblable à un cercueil, tapissée de pointes acérées à l'intérieur. Elle n'était pas conçue pour une punition rapide. Son but était d'emprisonner la victime dans un espace exigu et clos, transformant chaque petit mouvement en une erreur. L'idée était simple, on plaçait la personne à l'intérieur, debout, puis on refermait les lourdes portes. Les pointes ne devaient pas transpercer profondément, juste assez pour décourager tout mouvement. Pris dans l'obscurité, sans espace pour bouger, chaque respiration devait être mesurée, chaque mouvement calculé. Contrairement à d'autres dispositifs qui fonctionnaient par la force, celui-ci utilisait l'immobilité comme son arme la plus puissante. Plus la personne se débattait, pire c'était. Bien que la Vierge de fer soit souvent associée à l'Europe médiévale, de nombreux historiens pensent qu'il s'agissait davantage d'une légende que d'un châtiment répandu, mais cela n'a pas empêché les gens d'en avoir peur. La simple idée d'être enfermé, complètement entouré sans aucune issue, suffisait à en faire l'un des dispositifs les plus infâmes de l'histoire. Mais alors que la Vierge de fer maintenait sa victime debout, immobilisée, le dispositif suivant obligeait la personne à adopter une posture tout aussi insupportable et, au lieu de pointes acérées, utilisait la gravité comme arme. Certains châtiments étaient brutaux, d'autres psychologiques, et puis il y avait ceux qui ne reposaient que sur. Malheureusement, la posture ne faisait qu'enquérir à chaque seconde. Numéro 8, le berceau de Judas. C'était l'un d'eux, une structure triangulaire en bois conçue pour que s'asseoir soit la pire option possible. Voici comment cela fonctionnait. On descendait la personne sur un siège pointu en forme de pyramide, forçant son corps à adopter une posture non naturelle. Au début, cela pouvait sembler supportable, mais cette impression ne durait jamais. Plus la personne restait là, plus le poids de son propre corps devenait insupportable. Les jambes tremblaient, les muscles brûlaient, et toute tentative de bouger ne faisait qu'enquérir la situation. Contrairement au dispositif qui écrasait, étirait ou perçait, celui-ci reposait entièrement sur la gravité. Il n'y avait ni chaîne tirant dans des directions opposées, ni lien lourd, seulement le propre poids de la personne appuyant d'une manière que le corps n'a jamais été conçu pour supporter. Ce n'était pas une punition rapide. Au contraire, c'était une gêne lente et progressive qui s'aggravait avec le temps.
Chaque seconde passée dans la crèche de Judas était une épreuve d'endurance, une lutte entre l'éclisement et la maîtrise de soi. Mais alors que la crèche de Judas obligeait les gens à rester immobiles, le dispositif suivant faisait quelque chose de différent. Il ne s'agissait pas du tout de douleur, il s'agissait d'humiliation, de contrôle et de s'assurer que deux personnes qui se détestaient n'avaient pas d'autre choix que d'affronter leurs problèmes ensemble. Tous les châtiments ne reposaient pas sur la douleur. Certains étaient destinés à forcer la réflexion, à contenir la frustration et à faire durer une dispute plus longtemps que ce que quiconque aurait souhaité. Numéro 7. Le violon de la musaraigne. C'était l'un de ces châtiments. Un simple collier en bois ou en métal, mais avec un design cruel. Il piégeait deux personnes ensemble, face à face, sans aucune possibilité de s'échapper. Cet appareil était souvent utilisé pour ceux qui n'arrêtaient pas de se disputer, voisins, frères et sœurs ou, plus couramment, des femmes accusées de commérage ou de trop discuter. Leurs poignets et leurs coups étaient coincés dans le violon, emprisonnant leurs mains comme s'ils tenaient un violon invisible. Et c'était ça, le pire. Avec les mains attachées, il n'y avait aucun moyen de s'éloigner, d'échapper à cette proximité gênante. Ils étaient obligés de rester côte à côte ou carrément face à face pendant des heures, voire des jours, avec une seule option, parler ou supporter l'insupportable inconfort du silence. Le poids de l'appareil rendait même les plus petits mouvements difficiles, donc se battre n'était pas une option. C'était une punition fondée sur l'ironie. Si deux personnes se disputaient trop, elles étaient forcées de passer encore plus de temps ensemble, incapables d'échapper à leurs propres paroles. Mais alors que le violon de la musaraigne obligeait les gens à une proximité inconfortable, le dispositif suivant s'assurait qu'aucun mot ne soit prononcé. Il ne punissait pas les disputes, il les mettait tout simplement fin. Numéro 6. Nabronqué. Également connu sous le nom de brique du bavardage ou de muselière de l'infamie, cet ingénieux instrument de contrôle social représentait l'une des formes les plus efficaces de bâillonnement cubique. Ce masque élaboré en métal, forgé avec une précision méticuleuse, ne cherchait pas à restreindre le mouvement du corps, mais à exercer un contrôle absolu sur la capacité de communication verbale. Il consistait en une cage métallique ingénieusement conçue qui s'ajustait fermement autour de la tête, incorporant une plaque fine et plate positionnée stratégiquement pour exercer une pression constante sur la langue du porteur. Une fois fixé en place, le masque rendait toute tentative d'articulation verbale pratiquement impossible. Chaque effort pour prononcer des mots se soldait par une douleur aiguë et pénétrante, tandis que même l'acte basique de respirer devenait un défi considérable. La véritable cruauté de la branque ne résidait pas uniquement dans son ingénieux mécanisme de restriction physique, mais dans la nature profondément cubique et humiliante de la punition. Les condamnés à porter ce dispositif étaient forcés de défiler dans les rues de la ville, transformés en spectacles ambulants servant d'avertissement. Leur transgression, qui incluait typiquement des commérages malveillants, des accès de colère incontrôlés en public ou la grave erreur d'insulter des personnes de rang supérieur, était proclamée ouvertement devant tous, transformant le porteur en un exemple vivant des conséquences de l'imprudence verbale. La branque remplissait une double fonction. Non seulement elle empêchait physiquement de parler, mais elle servait aussi de puissant symbole visible de l'autorité sociale, garantissant que toute la communauté soit témoin de l'interruption forcée de la parole du transgresseur. Ce dispositif d'humiliation publique était méticuleusement conçu pour que son impact psychologique perdure bien au-delà du moment où le masque était finalement retiré. Les variantes les plus sophistiquées de l'appareil incorporaient des pointes métalliques supplémentaires à l'intérieur, placées stratégiquement pour infliger une douleur aiguë à la langue ou aux joues à la moindre tentative de mouvement buccal. D'autres versions plus élaborées comportaient des grelots intégrés, dont le tintement constant servait d'annonce sonore de l'approche du puni, éliminant toute possibilité de passer inaperçu et garantissant que le message d'avertissement résonne clairement dans toute la communauté. L'impossibilité d'échapper au regard du public, d'éviter le message silencieux mais assourdissant que l'appareil transmettait, en faisait un outil particulièrement efficace de contrôle social. Cependant, alors que la branque se concentrait sur le silence imposé et l'humiliation spécifique liée à la parole, le dispositif suivant dans notre récit historique adoptait une approche nettement différente. Ce nouvel instrument de châtiment ne s'occupait pas tant de la parole prononcée, mais visait à infliger une onde plus générale et englobante. Au lieu de se concentrer sur la restriction de la tête, cet appareil enveloppait tout le corps du condamné dans une étreinte implacable qui ne laissait aucune trace de dignité. Dans le large éventail des châtiments historiques, certains se distinguaient par la souffrance physique qu'ils infligeaient, tandis que d'autres, comme ceux que nous allons explorer, se démarquaient par leur capacité à infliger une humiliation profonde et durable. Numéro 5.
na cap di Solar. Elle appartenait pleinement à la seconde catégorie. Elle ne causait pas de dommages directs, mais transformait le contrevenant en une plaisanterie ambulante, s'assurant que sa faute soit vue, ridiculisée et retenue. C'était un grand tonneau en bois avec des trous pour les bras et la tête, qui se portait comme un manteau énorme et ridicule. Toute personne surprise ivre en public, surtout les récidivistes, était obligée de le porter et de traverser la ville, trébuchant sous son poids pendant que les gens la montraient du doigt et riaient. La véritable punition n'était pas l'inconfort, même si le poids et la difficulté de se déplacer dans le tonneau rendaient chaque pas pénible. La véritable punition devenait un spectacle. Les gens insultaient, les enfants riaient et d'anciens compagnons de beuverie faisaient semblant de ne jamais avoir vu la personne. Une nid de mauvaises décisions devenait un rappel, tout au long de la journée, de pourquoi cela avait été une erreur. Pour beaucoup, cela suffisait à les dissuader de recommencer à boire excessivement. Pour d'autres, cela me faisait qu'enquérir les choses, les enfonçant encore plus dans leurs habitudes parpurantes. Quoi qu'il en soit, une fois que quelqu'un enfilait la cape du soulard, il était peu probable qu'il l'oublie. Mais si ce châtiment obligeait la personne à porter sa propre honte, le dispositif suivant poussait l'idée encore plus loin. Non seulement il l'opprimait, mais il l'immobilisait, rendant chaque instant plus lourd que le précédent. Certains dispositifs de châtiment étaient grands et intimidants, conçus pour faire souffrir la personne dès l'instant où on la plaçait dedans. Mais d'autres étaient bien plus petits, presque anodins à première vue. Numéro 4. La vis à tous. Un dispositif métallique simple, si petit qu'il tenait facilement dans une poche ou pouvait même être dissimulé dans la paume de la main. Mais sa taille trompeusement modeste cachait sa véritable nature, celle d'un des instruments les plus redoutés pour infliger une douleur localisée. Il fonctionnait grâce à un mécanisme qui, malgré sa simplicité de base, avait été conçu avec une cruauté calculée. La victime était forcée de placer ses pouces, bien que cela puisse aussi être d'autres doigts de la main ou même des orteils, entre deux plaques métalliques parfaitement plates et polies. La procédure commençait lorsque la vis centrale était tournée, faisant que les plaques se rapprochaient inexorablement l'une de l'autre. À chaque tour méthodique de la vis, les plaques exerçaient une pression de plus en plus forte, écrasant progressivement tout ce qui se trouvait pris entre elles. La pression initiale était trompeusement douce, à peine suffisante pour créer une sensation d'inconfort et d'appréhension, mais à chaque tour suivant, la douleur s'intensifiait de façon exponentielle. Ce qui était vraiment terrifiant dans l'appareil résidait dans sa précision implacable et le contrôle absolu qu'il conférait. Ce n'était pas un instrument de violence soudaine ou chaotique. Le bourreau avait le pouvoir de déterminer avec une précision microscopique jusqu'où irait le supplice, en régulant méticuleusement la quantité de pression appliquée et, surtout, en décidant quand, ou si, le tourment prendrait fin. L'absence de mouvement brusque ou de rupture soudaine ne faisait qu'accentuer l'horreur psychologique. À la place, elle exerçait une force constante, méthodique et implacable, qui persistait indéfiniment jusqu'à ce que quelqu'un décide de desserrer la vis. Numéro 3. La poire d'angoisse. Un objet métallique froid en forme de fleur, mais dont le but n'avait rien à voir avec la beauté. Elle n'était pas conçue pour écraser ni couper, mais pour ouvrir. Le mécanisme était simple. Fermée, la poire d'angoisse était petite, facile à insérer dans la bouche, la gorge ou même d'autres orifices du corps. Mais ensuite, en tournant la vis, le dispositif commençait à s'ouvrir. Les pétales métalliques s'écartaient lentement, élargissant l'espace qu'ils occupaient. Contrairement à la vis papillon, qui concentrait la pression en un seul point, celle-ci poussait vers l'extérieur dans toutes les directions à la fois. Au début, cela ne provoquait qu'une sensation de pression, quelque chose d'artificiel et d'impossible à ignorer. Mais plus elle s'ouvrait, plus cela devenait insupportable. Les mâchoires s'ouvraient jusqu'à ce que les muscles brûlent, les gorges étaient comprimées jusqu'à la limite et les tissus internes étaient étirés bien au-delà de ce qu'ils étaient censés supporter. Malgré sa réputation redoutable, il existe peu de preuves que la poire d'angoisse ait été largement utilisée. Certains historiens pensent qu'il s'agissait davantage d'une menace que d'un véritable instrument de châtiment. Mais, que son utilisation ait été réelle ou non, son simple design suffisait à en faire l'une des créations les plus troublantes de l'histoire. Numéro 2. La flûte de la honte. Alors que la poire d'angoisse était destinée au silence, le dispositif suivant se concentrait sur quelque chose de tout à fait différent. Il ne s'agissait pas de provoquer de la douleur, mais d'humilier ceux qui faisaient le genre de bruit inapproprié. Il existait des punitions pour les voleurs,
les menteurs et ceux qui ne pouvaient pas s'empêcher de parler. Mais qu'en était-il des musiciens? Dans l'Europe médiévale, même la mauvaise musique pouvait être punie, et la flûte de la honte a été créée pour s'assurer que personne n'oublie ses erreurs. Elle ressemblait à une grande flûte en métal, mais n'avait aucune utilité en tant qu'instrument. Au lieu de cela, c'était un collier de punition en forme d'instrument avant qui se refermait autour du cou d'une personne. Les doigts du musicien étaient placés dans des anneaux métalliques, l'obligeant à tenir la flûte comme s'il s'apprêtait à en jouer. Mais il n'y avait pas de musique, seulement les moqueries de la foule. La punition n'était pas physique, même si le lourd collier métallique rendait chaque mouvement difficile. La véritable souffrance venait de l'humiliation publique. Les condamnés étaient promenés dans les rues, forcés de porter l'instrument qu'ils ne maîtrisaient pas pendant que les spectateurs riaient et se moquaient d'eux. Dans certains cas, on les obligeait même à exécuter le rond en silence, une plaisanterie cruelle qui ruinait leur réputation. La flûte de la honte montrait que parfois, le pire châtiment n'était pas la douleur, mais de devenir la risée de tous. Et aucun dispositif dans l'histoire n'incarnait mieux cette idée qu'un autre. Une punition si simple, mais si efficace, qu'elle a été utilisée pendant des siècles pour maintenir la société sous contrôle. Numéro 1, le pilori. Il n'y avait aucune échappatoire possible au pilori, ni physique, ni mentale, et encore moins sociale. La personne enfermée se retrouvait complètement sans défense, exposée aux éléments liés à la foule qui se rassemblait, exactement comme l'avaient voulu ses concepteurs. Alors que d'autres instruments de punition de l'époque reposaient principalement sur l'infliction de douleurs physiques, la restriction sévère ou la souffrance corporelle intense, le pilori avait un objectif plus psychologique, l'humiliation publique totale. Le mécanisme était ingénieusement et cruellement simple. Les pieds du condamné, et parfois aussi les mains ou même la tête, étaient fermement maintenus entre deux lourdes planches de bois massif, fixées de telle sorte que la personne se retrouvait immobilisée dans une position rendant tout mouvement, même minime, absolument impossible. L'emplacement était toujours stratégique, en plein cœur de la ville ou du village, généralement sur la place principale ou au marché, où le flux constant de passants garantissait une exposition maximale. Le véritable supplice ne résidait pas seulement dans la posture inconfortable maintenue pendant d'interminables heures, mais dans la destruction progressive et totale de tout vestige de dignité humaine. La foule qui se rassemblait ne se contentait pas d'observer passivement le spectacle. Elle devenait une partie active de la punition. Les spectateurs, se sentant enhardis par la vulnérabilité du prisonnier, n'hésitaient pas à participer de multiples façons. Ils lançaient des restes de nourriture, des poignées de boue, toutes sortes d'immondices qu'ils trouvaient à portée de main. Les réactions étaient aussi diverses que cruelles, allant des rires moqueurs et des railleries constantes jusqu'aux réprimandes verbales sévères, et parfois même à des manifestations de violence physique. Et que pouvait faire la personne prise au piège dans le carcan? Absolument rien d'autre que de supporter cette avalanche d'humiliation, en comptant les minutes jusqu'à la fin de sa sentence. L'efficacité du carcan résidait précisément dans sa brutalité simple et dans sa capacité à infliger une punition profondément psychologique sans verser une seule goutte de sang. Il est devenu un moyen de contrôle social si efficace que son usage s'est largement répandu dans toute l'Europe, puis dans les colonies américaines. Sans avoir recours à une violence physique extrême, sans os brisés, sans blessures ouvertes, le carcan atteignait son objectif par la honte la plus absolue et dévastatrice. Pour la plupart des personnes punies, une seule expérience dans le carcan suffisait largement à modifier durablement leur comportement futur, laissant une marque indélébile dans leur mémoire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.